Aujourd'hui, je vais vous présenter Éric Poulain qui a écrit un livre de nouvelles d'horreur. C'est un genre qu'on n'a pas touché souvent, donc on va s'informer de ses motivations, de ses inspirations. Bonjour Éric. Bonjour Micheline. Ça va? Oui. Pas trop nerveux? Un peu, mais ça va. Oublie le reste à côté, on va jaser. On va se déjeuner en jasant. C'est ça. Donc, aujourd'hui, on veut parler d'abord de ton livre. Le titre, c'est 13 nouvelles pour esprit dépravé. Oui. Donc, déjà, le titre est intriguant. Pourquoi ce titre-là? Ben, le chiffre 13, j'aime bien ça. C'est toujours relié un peu à l'occultisme et autres. Et esprit dépravé, ben, un peu... C'est juste pour accrocher le lecteur? Ben, en chacun de nous, on porte un peu un côté ombre, hein? Fait que je m'en vais jouer dans ces zones-là un petit peu. Donc, le 13, c'est à cause de la signification du vendredi 13, du 13 chanceux ou malchanceux, là, comme on entend souvent. OK. Bon, j'aimerais ça qu'on parle un petit peu de ce qui t'a donné l'idée, le goût d'écrire, là, pour commencer. Qu'est-ce que c'est qui t'a inspiré? Ben, vas-y donc un peu, conte-nous ça. J'ai commencé à écrire quand je faisais mes études en éducation spécialisée. OK. Je me suis mis à écrire des histoires un peu, des courtes nouvelles. J'ai dit, je sais pas, j'avais comme le goût d'expérimenter d'écriture, voir que pour toi, pour commencer. Pour moi-même, pour commencer. Et de fil en aiguille, là, à un moment donné, c'est une histoire, une deuxième, une troisième. Là, je faisais lire ça à du monde que je connaissais. Pour que là, après ça, le monde, c'est bon, il y en a d'autres qui trippaient moins, c'est pas grave, j'ai dit, je vais m'amuser là-dedans, je vais voir ce que ça va donner. Puis là, de fil en aiguille, ça a donné que j'ai fait un recueil avec tout... Avec tout ce que tu avais écrit. Est-ce que ça t'a pris beaucoup de temps à écrire tout ça? Ah oui, quand même une bonne... l'écrire, pas tant Chacune, long. L'édition, c'est une autre partie, mais l'écriture, ça a été pas si... un bon 5-6 ans. Là. Mais là, tu as 13 nouvelles, je présume. Mettons une nouvelle, là, tu l'écris-tu tout d'un coup ou... Ça va dépendre. Il y a des fois que c'est déjà arrivé un soir que j'ai pondu ça presque en une soirée. Ah mon Dieu! Mais sinon, je le laissais aller comme au gré du vent. Tu sais, des fois, j'avais une idée, je griffonnais mon idée. C'est drôle, mais pendant une séance de jogging, il y a bien des choses qui se passent des fois en tête. Ça va pas bien pour écrire? C'est là que ça mûrit un peu. Fait que des fois, j'arrivais à la maison, j'écrivais un peu la suite. Ça y allait comme ça. Je m'inspirais un peu. J'y allais sur le qui-vive de même. Mais avec mon expérience de travail, avec le temps aussi, je me suis inspiré aussi pour écrire... Donne-nous donc des exemples que ton expérience de travail t'a inspiré. Quand j'ai travaillé à l'unité Don Rémy, c'est sûr que je côtoyais des personnes en lien avec l'alcool. Donc, ça m'a inspiré beaucoup à écrire. Je parle beaucoup d'alcool dans mes histoires. Dans tes histoires, c'est à partir de ton expérience de travail. Oui. Okay. Pas nécessairement mon expérience de vie personnelle, mais ce que je veux en venir aussi, c'est que l'alcool, souvent, pour certaines personnes, ça fait sortir le mauvais de soi. Hein. La partie ombre qui est cachée, elle va sortir. Fait que là, à ce moment-là, c'est ce qui t'inspirait pour écrire ça. Oui. Tu as commencé à écrire ta première nouvelle, t'avais quel âge à peu près? Oh mon Dieu, je pense que j'avais 25 ans à peu près dans ce coin-là. Et après ça... Tu les as ramassés graduellement pour finir par faire le recueil. Le recueil, tu l'as publié quand? En 2016, avec la maison d'édition Première Chance. OK. C'est l'édition L'Apothéose, qui est à Lanoraie, à Trois-Rivières. OK. Et elle avait comme une sous-branche qui était édition Première Chance. OK. C'est comme laisser la première chance aux ceux qui sont pas connus. Ceux qui sont pas connus. Est-ce que ça a été difficile de te faire connaître à la maison d'édition? Est-ce que ça a été compliqué pour l'édition? Non, j'ai envoyé mon manuscrit. Les autres, ils l'ont comme étudié. Puis après ça, j'ai rencontré le propriétaire. Puis c'était fait. Là, ah oui? Ouais, ça n'a pas été trop... Ça n'a pas été compliqué? Tu n'as pas eu de problème de je sais pas, de choix de sujet? Non. Non? Non, il n'y a pas eu de... Ah, parce que souvent, il y en a qui ont beaucoup de difficultés à partir, à se faire accepter par une maison d'édition. Oui, ça peut arriver, mais dans mon cas, ça a été facile. Ça a été facile, hein? Bon, c'est bien tant mieux. Est-ce que ça te, comment je dirais donc, ça t'incite à en produire d'autres? Là, pour l'instant, je travaille sur un roman et non un recueil. Fait que pour l'instant, je suis là.
je travaille là-dessus, mais le processus, il est long. C'est pas à temps plein que je suis là-dessus. Ben non, tu dois travailler à autre chose parce qu'en publiant un de temps en temps, c'est pas ça qui fait vivre son homme, là. Non! Ouais, puis je suis pas Patrick Sénécal non plus, là. Non! Je n'ai pas étudié en littérature. Puis c'est pas à temps plein, c'est ça. Non, puis je fais ça par plaisir. Est-ce qu'on peut te demander quel genre ça va être, ton prochain? Ça va être... Ben, lui, c'était comme, style plus horreur, fantastique, qui touchait plus les ados, jeunes adultes. Le prochain, ça va être... Lui, c'était plus divertissant. L'autre, ça va être plus... point de vue instructif, dans le sens que je parle d'une secte satanique qui est au Québec, et là, je parle avec ça avec des faits véridiques, puis là... Ah, OK, tu greffes des choses véridiques à travers. Tu parles de faits qui ont déjà existé ou... Oui, c'est des choses qui sont déjà arrivées, mais ça se passe des années 90, parce qu'en 90, il y avait eu comme un engouement en lien avec le satanisme. Là, OK. Pas juste au Québec, c'était aux États-Unis. Oui, OK. Fait que là, tu parles de ça, puis en as-tu beaucoup d'écrits à date? Ah, j'ai 50 000 mots de faits à date. Ça veut dire combien de pages ce mois-là? Une bonne centaine. Sur Word, là, c'est une centaine de pages. Je sais plus, il me semble que c'est 100 quelques pages. Là. Quand tu pars, là, des nouvelles, c'est pas la même chose, mais pour un roman, là, quand tu pars pour écrire, tu décides d'écrire un roman, te fais-tu un plan? As-tu une idée du début de la fin ou ça évolue à mesure? Comment ça procède? Toutes les réponses sont bonnes, Michel. Ah bon? Je me fais un peu un petit plan, mais ça va bouger. Ça va bouger? Il y en a qui mettent un plan assez... ça dépend de chacun. Mais moi, je vois de façon... j'ai une idée en général. Des fois, j'ai une fin, mais pas sûr. Fait que... Puis des fois, tu peux avoir une fin, puis elle se modifie, je présume? Oui, ça peut tout changer. Puis les nouvelles, ben, c'est un récit un peu plus court. Oui. Comment ça se fait que tu as écrit des nouvelles pour commencer au lieu d'un roman? Parce qu'un roman, c'est un peu... pas intimidant au début, c'est beaucoup d'ourage. Tandis qu'un recueil, ben, les histoires sont courtes, fait que ça se fait quand même assez vite. Il faut un punch final, il faut faut trouver une intrigue le plus possible aussi. Mais d'un autre côté, la nouvelle, il faut qu'il y ait un punch à la fin, c'est sûr, mais ça fait pas long pour développer une intrigue. Tu trouvais pas ça trop court? À l'époque, j'aimais ça de même. C'était comme, tu garoches ton idée, puis... T'as pas besoin d'élaborer les personnages et tout? Ben, t'en campes un peu, mais pas, tu sais... Mais tu n'as pas de personnages accessoires, là, de personnages qui sont là à côté. Tu te concentres probablement sur les personnages principaux. Oui, puis tu sais, en tout cas, on peut en mettre pareil, mais des fois, moi, ils disparaissent vite dans les miens. tes histoires, à peu près, je ne l'ai pas feuilleté, là. Tes histoires, à peu près combien de pages? Oh, c'est une douzaine de pages. Une douzaine de pages? 12-13 pages par nouvelle. Ce qui me fait rire avec un recueil aussi, moi, j'ai beaucoup de commentaires. Il y en a qui ne sont pas des grands lecteurs. Ils disent « Ah, j'aime ça, moi. C'est court, ça se lit bien. Je lis une nouvelle par soir, puis c'est correct. » Oui, c'est vrai. Dans ce sens-là. Fait que... Tu vois, moi, je déteste pas les nouvelles, là, mais j'aime mieux un roman qui est plus long. Je vais lire ton prochain. Parce que tu as le temps d'élaborer des lieux, d'élaborer des caractères de personnages, ce que tu peux pas faire dans la nouvelle. Est-ce que toutes tes nouvelles se terminent comme la plupart du temps, une nouvelle littéraire se termine par un punch inattendu? Pas nécessairement. Mon personnage, qui est un peu dépravé, il s'en sort toujours quasiment haut à la main. Est-ce que c'est le même personnage dans chacune des nouvelles? Non. Okay. C'est différents personnages, mais tu sais, dans sa folie, il s'en sort quand même malgré tout. Ton personnage est résistant dans chacune des nouvelles. Eh ben, et puis, toi, jeune, est-ce que tu lisais? Pas beaucoup. Jusque j'arrive au cégep. Et là, notre professeur nous avait fait découvrir des nouvelles d'Edgar Allan Poe, Guy Maupassant, je ne sais plus le titre de la nouvelle, c'est un peu fantastique, horreur. Oh, là, moi, ça m'a teasé ce bout-là, j'ai bien aimé ça, puis j'ai dit, mon Dieu, c'est le fun comme style littéraire, tu sais, c'est... Mais là, mon goût s'est développé plus au cégep. OK. Je lis beaucoup plus aujourd'hui que quand j'étais... Que quand tu étais plus jeune. Ouais. T'aimes lire. Quel genre vas-tu lire? Mais je lis un peu de tout ces temps-ci, autant du fantastique, des biographies. J'aime beaucoup les biographies de musiciens ou de compagnies, comme Unibrou, exemple. Là, j'avais lu la biographie. Okay. Je lis un peu de tout. Là. Qu'une entreprise, le départ d'une entreprise oui, et tout? ces choses-là. Autant un artiste, autant que... OK.
As-tu de la difficulté à trouver, comme là, 13 nouvelles, c'est 13 histoires. Tu les as écrites graduellement, c'est sûr, mais as-tu de la difficulté à trouver tes intrigues, tes personnages? Comment tu procèdes pour ça? Qu'est-ce que tu fais? Ça demande... des fois, c'est juste d'observation de qu'est-ce qui se passe autour de soi. Un commentaire d'une personne, d'une table à quelque part, d'un coup, tu te dis, ça serait bon, ça, une cité. Des fois, c'est aussi banal que ça. Mais encore une fois, souvent, des fois, je vais écouter de la musique, l'idée va arriver. Ou je vais faire mon jogging, l'idée arrive. T'as pas de scénario très précis, dans le fond. J'ai une trame de fond. J'ai comme un squelette qui va apparaître, on dirait, dans ma tête, là, que, oui, je pourrais mettre ça là, puis ça se construit comme ça, là, Puis, ceux qui sont alentour de toi, est-ce qu'ils les ont lus? Ben, pas l'ont lu ton livre, parce qu'il y en a un, l'autre est en préparation. Quels étaient, tu as dit tantôt, il y en a qui aimaient ça parce que c'était court, mais as-tu eu d'autres commentaires? Qu'est-ce qu'il te disait? Est-ce qu'il t'incitait à continuer? Comment ça fonctionne? Autant, oui. J'ai des commentaires aussi pour l'amélioration. Il y en a qui... Il faudrait que je campe plus mes personnages. Ça serait à refaire, c'est sûr, je la ferais autrement. Ben oui, c'est un premier. Oui, c'est ça. Mais non, en général, les gens ils trouvaient ça divertissant parce que comme c'était plus court, ça c'était pas compliqué à lire, c'est dans ce sens-là. Mais ta question, c'est de savoir si... qu'est-ce qu'eux autres disaient de commentaires? Est-ce que des commentaires positifs, puis probablement tu en as eu des négatifs aussi. Les commentaires que les gens te faisaient en prévision peut-être d'un autre, n'importe quoi là, au niveau des commentaires. Il y en a qui aimeraient avoir une suite, là, tu sais, ou de mettre plus d'accent, de développer une histoire plus longue un peu. Ça m'est arrivé. Donc, dans le fond, ceux qui aiment les romans vont vouloir plus long. Ils ne m'empêchent pas que je peux reprendre une nouvelle puis la retravailler autrement. Pourquoi pas? On verra bien. Puis, je reviens au titre, parce que quand j'ai su le titre, ça m'avait surpris. C'est 13 nouvelles pour esprit dépravé. C'est le mot dépravé là, que je me demande qu'est-ce que tu voulais dire par ça, qu'est-ce que tu voulais accrocher par ça. Dépravé, même il y a un bout de temps, je vais l'appeler dépavé. Dans le fond, d'enlever notre dépavé, c'est là, ça n'existe pas, ce mot-là. C'était comme d'enlever nos couches pour aller chercher notre intérieur. Dépravé, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est... on porte en nous toute une partie un peu honte, un peu ce que Patrick Sénécal fait aussi dans ses livres, hein? C'est de jouer sur les émotions, de jouer sur la peur aussi. La peur, mais la peur, c'est une émotion importante aussi. Oui. Mais qu'est-ce qui se cache derrière la peur, des fois? Il y a des situations vécues, là, c'est ça? Là? C'est ça que tu veux. Eux autres, est-ce que c'est le cas? Dans mes personnages, c'est sûr que, comme j'aime bien dire, ça, c'est un classique, là, derrière chaque comportement, il y a toujours une intention positive, hein, même si le comportement paraît aberrant. Là. Ça, c'est pas moi qui l'invente. Là. Même sans... je regrette de ne pas l'avoir lu avant, j'aurais aimé ça. Peux-tu nous en raconter une des histoires, par exemple? Il y en a une qui est plus légère, parce que dans mon recueil, au début, c'est plus léger. À un moment donné, au milieu du recueil, les histoires sont un petit peu plus... brossent un peu plus, puis ça finit avec une douceur. Donc, tu avais une intention dans ton plan, dans le fond? C'est que, tu sais, il y a une progression, un peu comme un théâtre, là. Hein? Il y a un punch, puis après ça, on revient... Une des premières, ça se passe dans un lac, là, au lac à la Truite. Je m'étais inspiré au lac à la Truite. Est-ce que tu nommes les endroits de la région? Oui, il y a beaucoup. Ça se passe en région. C'est vrai, j'ai oublié de le dire. Mon recueil, il se passe tout en région ici, soit Saint-Ferdinand, j'aime ça. soit Thetford, Black Lake. C'est le fun quand ça se passe en région. On dirait qu'on est capable de mieux se situer. Hein? On dirait qu'on est plus dedans. Oui, c'est le commentaire que j'aime dire. Continue donc ta première histoire. Ma première histoire, un petit peu. C'est un gars qui se promène en kayak. Là, il voit comme une sorte de... On me suis inspiré un peu du Loch Ness. Il y a des monstres un peu dans tous les lacs. Là. À Saint-Ferdinand, il y en aurait eu un à l'époque aussi. Oui, ça sort Oui, OK. Donc là, je me suis inspiré de ça. Le gars, il pense que c'est un monstre. Puis là, ça part en peur, son histoire. Puis ça finit que, c'est pas le monstre, c'est un esturgeon. Mais c'est ça. Bon, ça, c'est une que tu trouves légère, douce. Oui. Peux-tu nous parler d'une qui est un petit peu plus rough, entre guillemets? Il y en a une...
Le calvaire maléfique, ça se passe un peu avec je mélange un peu la religion à travers ça. C'est un prêtre qui est avec un homme de main. Là, les gars, ils sont en quête, ils ont comme une apparition. Là, il y a une entité qui apparaît. Il faut qu'ils partent en quête de retrouver la défunte de l'homme de main. Fait que là, ils s'en vont dans une aventure avec ça. Puis ça les amène à commettre quelque chose de pas correct, là. Puis c'est... Ouais, on peut pas tout dire le punch, là, mais ça se passe où? Il se passe quoi exactement? Dis-nous pas la fin, là, mais... Tu veux dire la progression de l'histoire? Ouais, au début, ça se passe au presbytère. Là, après ça, ça se termine dans le cimetière, à creuser. À creuser dans le cimetière. Une fosse à quelque part. Puis est-ce qu'ils finissent par résoudre leurs problèmes, ce qu'il y avait au début? Ils finissent par le résoudre. Ça veut dire que tes 13 histoires se terminent terminées. Là. Il n'y a pas de suspense pour dans plus tard. Là. Non, ça... Ces histoires se... Ben, je te pose la question parce que tu disais tantôt qu'il y en a qui auraient aimé que ça t'en fasses plus long. Ouais. L'histoire en soi, elle est quand même terminée. D'habitude, oui. Il y a peut-être... des fois, je laisse pas qu'une fin trop ouverte à la fin. Là. OK. Donc, l'histoire est vraiment terminée. C'est pas une fin à suivre au prochain épisode, par exemple. Là. Non. OK. Bon, maintenant, on va parler un petit peu de toi pour que les gens te connaissent. Tu as dit tout à l'heure que tu avais étudié en éducation spécialisée. Oui. Je travaille dans ce domaine-là à la commission scolaire ici des Appalaches. Auprès des élèves? Là, je suis au primaire depuis 2 ans, là, mais j'ai déjà travaillé au secondaire. Nous autres, c'est pas assez compliqué. Là. Ça peut bouger nos postes. Donc, Avant ce 2 ans-là, tu as travaillé à quel endroit? Don Rémy, tu disais? Oui, j'avais travaillé à Don Rémy en prévention toxicomanie. À Don Rémy, j'avais travaillé au centre de jour, à l'hébergement, puis en prévention aussi. J'avais fait les 3... J'ai fait le tour. Tu as fait le tour. C'est un travail que tu aimes, je présume? Oui. Auprès des enfants, des ados, leur as-tu déjà montré des Oui, j'ai des ados qui l'ont déjà lu et ont bien aimé. Oui, ils ont bien aimé. Non, c'est vrai, les ados, c'est un genre d'histoire qu'ils vont adorer, qu'ils vont aimer beaucoup. Même ceux, je l'ai expérimenté, là. Des fois, il y en a qui disent « Ah, moi, j'aime pas ça lire. » Ben, regarde, j'ai dit « Lis les 3 premières pages, là. Si t'aimes pas ça, c'est le truc. Tu le laisseras sur le coin du bureau. Puis là, un moment donné, je me revirais. Ça faisait 20 minutes, puis il était embarqué. C'est ça. Ah non, c'est le truc. Puis même pour des adultes, moi, je me rappelle Harry Potter, je les ai lus, là, mais je voulais pas lire ça, là, au début. Puis ma fille me dit lis tant de pages, là, puis après ça, si t'aimes pas ça, t'arrêteras. J'ai lu 6 volumes, je pense. Fait que c'est ça le truc. Ceux qui aiment pas ça aussi, les jeunes, c'est de leur dire c'est quoi le genre que t'aimes. Ouais. Que t'aimes de film. Puis quand, comme ça, là, les jeunes, les ados, ils aiment ça, ce genre-là, c'est vraiment bien de les conseiller de le lire. En tout cas, j'espère te revoir quand ça va être le temps de la publication de ton autre livre. Là, on peut dire qu'il n'est pas loin de la moitié de fait. Donc, tu viendras nous revoir. Ça va nous faire plaisir. Merci. Merci, à la prochaine fois. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre écrit par 2 auteurs québécois, Gilles Proulx, que tout le monde connaît comme journaliste, reporter à la télévision et grand voyageur, et Louis-Philippe Messier, qui est journaliste au Journal de Montréal. Ils ont écrit ensemble « Ces audacieuses qui ont façonné le Québec ». Dans ce livre, il fait le portrait de 60 pionnières de tout genre. Il y a des noms qu'on connaît, qu'on a entendus partout à peu près, puis il y en a d'autres qu'on entend, en tout cas que moi, j'ai entendu nommer pour la première fois. Il nous parle par exemple de Jeanne Mance, de Monica Lamitraille, vous voyez que c'est très différent, de Lucille Teasdale, Alice Roby, Pauline Julien. Il nous parle aussi de femmes peu connues qui ont eu quand même une grande importance, Laurette Côte-Noire-Caponi, qui est la précurseur de la haute couture ici. Il nous parle aussi de Viviane Vachon, qui était lutteuse. Le seul petit reproche qu'on peut faire au livre, c'est qu'il y a 60 biographies pour 250
205 pages. Ça fait que vous comprenez que c'est court. Des fois, on aurait voulu en savoir plus, mais ça nous donne peut-être le goût d'aller voir ailleurs. C'est un livre qui est quand même très intéressant. Je vais en prendre quelques-unes qui m'ont frappé particulièrement. Tout d'abord, Lili Saint-Cyr. Le nom vous dit probablement quelque chose. C'était une danseuse, une effeuilleuse dans un cabaret de Montréal qui s'appelait le Théâtre Gaîté, qui aujourd'hui est le Théâtre du Nouveau Monde. Elle est née en 1917 à Minneapolis. Elle est d'origine hollandaise. Son nom, c'est Marie Frans van Schack. Elle se produisait à ce théâtre-là. Elle était effeuilleuse. Puis à un moment donné, il est arrivé un règlement municipal où on interdisait de se déshabiller. Donc, elle a fait le contraire. Elle est arrivée dans une baignoire transparente, nue, et elle se rhabillait dans le spectacle. Elle ne se déshabillait pas, elle se rhabillait. Et à l'époque, détail intéressant, elle gagnait 5 000 $ par semaine. Vous trouvez que c'était beaucoup? Bien, en argent d'aujourd'hui, c'est 57 000 $ par semaine qu'elle gagnait. Donc, elle n'était pas dans la misère. Une autre complètement différente dont je vais vous parler, c'est Irma Levasseur, qui est devenue médecin après avoir étudié aux États-Unis. Elle est revenue ici. Elle a eu de la difficulté à avoir du travail. Elle a fondé un hôpital, l'hôpital Sainte-Justine, dans une maison. Et à un moment donné, par le conseil d'administration, elle a été mise à l'écart. Elle a fondé ensuite l'hôpital L'Enfant Jésus. Puis on l'a fait interner à un moment donné à Saint-Michel-Archange. Elle est décédée en 1964 à 87 ans. Donc, elle a eu une vie très difficile. Ses études, elle ne pouvait pas les faire ici, donc elle les a fait à l'extérieur, comme j'ai raconté, puis toutes les difficultés qu'elle a eues. Une autre dont on a beaucoup parlé, c'est la Corriveau. Elle est née en 1733 et elle est morte en 1763. Son nom, c'est Marie-Joseph Corriveau. Et elle a été, ce qui a été spécial, elle a été accusée du meurtre de son mari et elle a été mise dans une cage suspendue à une intersection de route. C'est ça qui a fait surtout sa célébrité. Je passe un peu vite, là, mais si vous voulez voir les détails, allez lire ce livre. Vous allez avoir un aperçu de plusieurs femmes connues et inconnues du Québec. Je termine en vous disant une phrase que je trouve très importante. La lecture est l'aliment de l'esprit. Merci, à la prochaine fois.